Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la liberté de la presse, mais plus tôt samedi, c'était la fête du travail. Ce qu'attendent les travailleurs au Burkina, c'est l'amélioration de leurs conditions de travail et les mêmes attentes sont partagées par les Maliens et les Ivoiriens. Coupure d'électricité à répétition au Burkina, la Sonabel s'explique. Elle fait en effet cas de nombreuses difficultés auxquelles elle fait face à découvrir dans ce trésor. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce journal. Nous débutons par le rappel de célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Aujourd'hui 3 mai, au centre de presse Norbert Zongo, une commémoration était le cadre pour livrer des chiffres du centre en matière de respect de la liberté de la presse. Le Burkina est premier en Afrique francophone, 5e en Afrique et sur le plan mondial, le pays occupe la 37e place. Je vous propose d'écouter Inoussa Ouedraogo, il est le président du comité de pilotage du centre de presse Norbert Zongo. La commémoration de la 28e journée mondiale de la liberté de presse se tient dans un contexte où le Burkina Faso est plus ou moins bien coté au plan de la liberté de la presse. En effet, selon le classement mondial 2021 de Reporters sans frontières, en Afrique, notre pays occupe la 5e place, après l'Afrique du Sud qui est 4e, le Ghana 3e, le Cap-Vert 2e et la Namibie 1er. Faisant du Burkina Faso le premier pays en Afrique francophone en matière de liberté de presse. Dans le monde, le Burkina occupe la 37e position sur 180 pays, juste après la Slovénie qui est 36e, la Slovaquie 35e, la France 34e et le Royaume-Uni 33e. Nous avons donc des motifs de satisfaction. Mais nous ne devons pas perdre de vue que les défis restent entiers. Mais comme on le dit, pour que la liberté passe, les fossoyeurs de la liberté ne doivent pas passer. Mais qui sont les fossoyeurs de la liberté? Ils sont nombreux malheureusement. Les fossoyeurs de la liberté ces dernières années au Burkina, c'est la pandémie à coronavirus. Un autre fossoyeur de la liberté de la presse au Burkina, et non des moindres, s'appelle insécurité. Les fossoyeurs de la liberté, c'est aussi tous ceux qui travaillent à perpétuer l'impunité. Voilà 23 ans que les assassins de Norbert Zongo courent toujours. En 2020, au moins 6 cas d'agression et de menaces de mort par balle à l'égard des journalistes ont été recensés. Les fossoyeurs de la liberté, ce sont aussi ces hommes et femmes qui ont décidé d'abattre sur les travailleurs des médias publics une répression barbare et cynique à travers notamment des affectations arbitraires. Il est temps qu'ils permettent à ces journalistes expulsés de Sidoya et de la RTB de retrouver leur place au sein des médias publics. Voilà des propos recueillis par Maxime Jeune Bambara. Célébration de la Journée mondiale du travail à présent, le 1er mai dernier. Lors de cette 132e journée, les travailleurs du Burkina ont énuméré leurs besoins à travers une plateforme revendicative qui a été adressée au ministre de la fonction publique. Je vous propose d'écouter à propos donc le secrétaire général de l'Union des syndicats des travailleurs du Burkina. Il est au micro de Maxime Jeune Bambara. Elles sont plus d'une quarantaine d'organisations syndicales réunies au sein de l'unité d'action syndicale UAS à prendre d'assaut les artères de la ville de Ouagadougou pour cette commémoration de la 132e journée mondiale du travail. Journée qui rappelle le sacrifice des ouvriers de Chicago et qui se veut l'expression de la gratitude du monde du travail à ces pionniers qui, après de grandes luttes, ont marqué le 1er mai de leur saut. De la Bourse du Travail à l'avenue Monseigneur Théveno Joanny, en passant par l'avenue de la Cathédrale, le rue Joseph Badoa et l'avenue Maurice Yamiogo, les travailleurs du Burkina Faso ont battu le pavé pour rendre hommage aux pionniers. En lieu et place du cahier des doléances, c'est avec amertume que ces derniers disent transmettre une plateforme revendicative au gouvernement représenté par le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Notre amertume, vous le devinez, est liée à l'état du dialogue social dans notre pays ces dernières années. Nous notons que la dernière rencontre gouvernement-syndicat date de 2017 et c'était au compte de l'année 2016. Certes, en 2017, nous avons légitimement posé un préalable
qui portait sur la mise en œuvre d'un engagement relatif au règlement de la question de l'UTS sur les primes indemnités de travailleurs du privé et du para-public. Cependant, depuis 2019, nous avons exprimé notre disposition à prendre part à la rencontre. Malheureusement, à diverses reprises, le gouvernement a annoncé la programmation de la rencontre sans lui donner de suite, malgré nos réponses favorables. À travers cette plateforme revendicative, l'unité d'action syndicale interpelle donc le gouvernement à reconsidérer son management du dialogue social. La plateforme revendicative remise au ministre en charge du Travail comporte 29 points, dont entre autres le relèvement du SMIC à au moins 60 000 francs, le relèvement des salaires des travailleurs du privé, le relèvement des pensions des retraités et la facilitation d'octroi de prêts en faveur des retraités à un taux d'intérêt de 2% au maximum. Monsieur le ministre, vous-même, vous êtes un potentiel retraité. Baisse des prix des hydrocarbures, révision de la structure des prix des hydrocarbures, baisse des prix des produits de première nécessité et contrôle effectif des prix de la qualité des dits produits. Retour à l'ancien système de tarification appliqué par l'ONEA. Des revendications qui, pour le ministre Seni Ouedraogo, seront transmises à qui de droit. Je suis particulièrement heureux de recevoir donc la plateforme revendicative qui synthétise les préoccupations légitimes de l'ensemble des travailleurs de notre pays. Je voudrais enfin vous rassurer que vos doléances seront transmises à qui de droit et ce jour même le directeur de cabinet du Premier ministre, comme vous avez pris le soin de nous faire plusieurs copies, se chargera de transmettre donc à qui de droit ces doléances qui feront l'objet d'examen avec la plus grande attention de la part du gouvernement. Et comme l'on pouvait s'y attendre, les marcheurs ont également exprimé leur mécontentement face aux coupures jugées abusives et aux factures salées de l'UNEA et de la Sonabel. L'unité d'action syndicale exige par ailleurs du gouvernement le respect des libertés syndicales, notamment les conventions 87 et 98. Et les travailleurs de Bobo-Dioulasso, pour cette fête du travail, eux ont choisi de se faire entendre par une marche jusqu'au gouvernorat pour la remise traditionnelle de déclarations. Correspondance de Joseph Koudou. Les travailleurs de Bobo-Dioulasso ont une fois de plus respecté la coutume en organisant cette marche à l'occasion de la Journée internationale du travail. Une marche pour exiger l'amélioration de leurs conditions de travail. Non, c'est un 1er mai. Il faut dire que nous sommes dans une situation de maladie à coronavirus. Et donc l'année passée, nous n'avons pas pu marcher. Et au niveau du gouvernement, ils traînent des pieds pour regarder les cahiers de doléances. Donc le 1er mai que nous célébrons aujourd'hui, c'est pour en tant que tel rappeler à l'ensemble des travailleurs ce jour d'abord. Et rappeler aussi au gouvernement que nous avons des revendications qui sont posées sur les tables et qui doivent les examiner. En réalité, il y a les conditions de vie et de travail, il y a les conditions de vie au niveau des populations, il y a l'appurement du passif, il y a les crimes économiques, il y a les crimes de sang. Donc c'est un ensemble de documents qui se trouvent. Cette marche du 1er mai a débuté au siège de la Bourse du Travail pour se terminer au gouvernorat où les autorités ont reçu la déclaration des mains du secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs. Une déclaration qui met l'accent sur 2 points, à savoir l'éducation et la santé. Regardez, nous sommes dans une situation de reproduction des classes. C'est-à-dire que l'école publique est l'école des pauvres. Et l'université est devenue un luxe. Alors que, comme nous l'avons dit d'ailleurs à M. le commissaire, il appartient à une génération qui allait à l'université grâce à notre peuple. Et que logiquement, aujourd'hui, nos enfants doivent être dans les meilleures conditions par rapport à nous. Alors que nous avons effectivement étudié dans de très bonnes conditions. Je dis bien dans de très bonnes conditions. Nous avons connu l'internat, nous avons connu des thunes, et sur tout ça, nous avons connu l'interdiction, le réfectoire, tout ça, nous avons connu ça. Et au niveau de la santé, c'est encore pire. Aujourd'hui, la santé est devenue un produit capitaliste, comme l'éducation. Si vous n'avez pas d'argent, vous mourrez. Et aujourd'hui, je pense que la pandémie est revenue effectivement pour rappeler à nos autorités que s'ils n'améliorent pas le plateau technique chez nous, mais eux aussi vont mourir. Et vous avez compris un peu pourquoi, il y a tout ce qui est en train d'être fait, c'est d'abord pour eux. Parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils partaient chez Macron,
Macron avait déjà des problèmes, ces hôpitaux étaient remplis donc, de cadavres. Donc Macron ne pouvait pas les accueillir. Donc forcément, ils sont obligés de s'occuper. Donc en réalité, l'histoire nous a donné raison sur toute la ligne. Parce que depuis longtemps, nos camarades de la santé se battent effectivement pour dire qu'il faut améliorer l'état de santé pour tout le monde. Ce 1er mai est commémoré dans un contexte international marqué par la pandémie de la Covid-19 qui, selon les travailleurs, vient une fois de plus confirmer l'incapacité structurelle du système capitaliste à faire l'unanimité et répondre aux aspirations profondes des masses populaires. 1er mai, toujours en Côte d'Ivoire, la commémoration a été marquée par la 3e journée africaine des personnes victimes d'accidents de travail et des maladies professionnelles. Les associations œuvrant dans ce sens avec l'appui de leurs partenaires accentuent la sensibilisation et la promotion des bonnes pratiques en vue de minimiser les risques d'accidents de travail. Correspondance avec Yamba Cabré. Promouvoir la prévention des risques professionnels en mutualisant les expériences et les compétences pour faire face à la pandémie des accidents du travail, tel est l'un des objectifs de la 3e journée africaine des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles. Le monde du travail en Côte d'Ivoire ou dans le monde connaît déjà une pandémie qui existe, qui sont les accidents du travail. Et cette pandémie fait au moins 350 000 cas d'accidents mortels en Afrique. Et il y a 5 000 cas d'accidents annuels en Côte d'Ivoire. Et je vous le dis, il y a plus de 2 millions de cas d'accidents annuels dans le monde. Donc il est important que cette pandémie qui est venue encore fragiliser ce mal qui existe, il est important que nous fournissons nos efforts afin de lutter efficacement contre la pandémie et les accidents du travail. Pour y parvenir, il faut promouvoir également les bonnes pratiques par la sensibilisation. Alors pour promouvoir les bonnes pratiques, nous avons ce qu'on appelle des structures spécialisées que nous avons mis en place. Il y a, au nom des structures spécialisées, nous avons le symposium de l'audiovisuel qui promeut donc la formation, l'information, la communication comme moyen de sensibilisation en prévention des risques professionnels. Nous avons également le forum des comités santé et sécurité au travail qui vise à la promotion du cadre du dialogue social à travers donc, la participation des travailleurs. Les résultats sont encourageants par une baisse notable des accidents, mais l'émergence des maladies professionnelles nécessite davantage d'attention. Malgré l'accroissement de la population des travailleurs, nous avons quand même une baisse notable des accidents. Mais à côté des accidents, nous avons une émergence des maladies qu'on appelle des maladies professionnelles. Or, les maladies professionnelles sont des maladies qui ont un temps de latence, qui se mettent en œuvre, qu'on découvre très tard, au bout d'une certaine période d'incubation. Alors, dans ce cadre-là, toutes les maladies émergentes et les risques émergents doivent être tracés, suivis, et c'est dans ce cadre-là que nous accentuons donc la promotion, nous accentuons la sensibilisation et les contrôles. En déplorant plus de 350 000 cas d'accidents du travail mortels en Afrique et plus de 5 000 cas en Côte d'Ivoire par an, la Fédération ivoirienne et africaine des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles se donne pour mission la sensibilisation en espérant un accompagnement des gouvernements à l'endroit des personnes qui ont perdu leurs emplois du fait de leur handicap et de la Covid-19. Et puis pour terminer avec cette célébration de la fête du travail, au Mali, pas de manifestation particulière en raison de la crise Covid-19. Par contre, l'Union nationale des travailleurs a animé une conférence de presse pour dénoncer des conditions de travail peu satisfaisantes. Correspondance de Bourema Soulou. D'entrée de jeu, le premier responsable de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, s'interroge sur la gestion des fonds annoncés dans le cadre de l'aide du gouvernement aux entreprises en difficulté à cause du coronavirus. On peut aussi se demander quelle destination a été faite des milliards de francs généreusement affectés par les présidents renversés pour contenir la pandémie du coronavirus. De toute évidence, les licenciements abusifs car non économiques ont été faits contre des travailleurs dans de nombreuses entreprises qui soit n'ont reçu aucune subvention,
ou après avoir reçu celle-ci, ont tout de même envoyé au chômage les travailleurs. Tout cela ajoute au 1er mai 2021 des accents tristes. Face à la presse, le premier responsable de l'UNTM n'est pas allé avec le dos de la cuillère à propos de la cherté de la vie. Yacouba Katile dénonce l'attitude irresponsable des autorités de la transition. Trop de manque d'eau potable, des délestages avec tout le territoire au sud, du sud au nord, du 3e fleuve d'Afrique, c'est inacceptable. Trop de contamination du virus de Covid-19. Quand le chef de l'État s'est refusé au départ à imposer des mesures, c'est inacceptable. Trop d'incertitudes à propos de la durée de la transition. Quand des gens venus de nulle part se frottent la main avec des millions par mois, c'est inacceptable. L'UNTM a déposé un préavis de grève de 96 heures allant du lundi 17 mai au vendredi 21 mai prochain. En effet, la centrale syndicale exige la satisfaction de 7 points, selon Yacouba Katile, dont... Le premier point, il s'agit tout simplement de la mise en œuvre des protocoles que nous avons signés avec le gouvernement. Les 6 points nouveaux que nous avons au niveau de l'UNTM, ça c'est la situation de la Comatex du Mali à Séville, Comatex SA, qui aujourd'hui est dans la ligne de liquider, en tout cas liquider, s'il y a un redressement judiciaire, s'il y a une reprise, l'État puisse vraiment reprendre la Comatex afin de sauver les milliers de travailleurs exécutifs à ces niveaux. Si les 7 points de revendication ne sont pas satisfaits d'ici le 31 mai, l'UNTM se réserve le droit d'aller en grève illimitée à partir du 31 mai prochain. Selon les observateurs, le Mali connaîtra une nouvelle grogne sociale après ces mois de Ramadan. Tant plusieurs syndicats et regroupements politiques, dont le M5 RFP, dénoncent la mauvaise gestion du pays par les nouvelles autorités. Dans la suite de ce journal, Assise nationale sur l'éducation au Burkina, les préparatifs vont bon train. Et après les partenaires sociaux et les responsables des associations des parents d'élèves, c'était la semaine dernière au tour des partenaires techniques et des fêtières de l'enseignement public d'être reçus par le ministre en charge de l'enseignement, par le ministre en charge de l'éducation nationale, le professeur Stanislas Waro. Reportage avec Sanata Seré. Stanislas Waro face aux fêtières de l'enseignement public. Objectif, informer ses acteurs du déroulement des assises nationales sur l'éducation et recueillir auprès d'eux des suggestions et orientations pour la bonne tenue de ces assises nationales. Il s'agit de l'Union nationale des établissements privés laïques, la Fédération des églises et missions évangéliques, le secrétariat de l'enseignement catholique et la Fédération des associations islamiques. Nous avons positivement apprécié cette démarche-là du ministère qui a consisté à nous appeler pour nous donner des informations relativement au projet d'assises sur l'éducation. Nous avons exprimé au ministre et à ses collaborateurs notre satisfaction parce que vraiment pour toute société, toute structure qui veut aller de l'avant, il faut à certains moments qu'on s'asseye et que l'on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas pour pouvoir aller de l'avant. Et je crois que la démarche est une très bonne démarche. Ça va nous permettre de nous asseoir et aller de l'avant en matière d'éducation. Parce que comme tout le monde le sait, lorsqu'on parle d'éducation, on parle de la vie de la nation. Une nation qui ne prend pas en considération son éducation est une nation qui va être appelée à mourir. Et je crois que c'est une très bonne démarche. Dans l'après-midi de ce 30 avril, ce sont les partenaires techniques et financiers de l'éducation nationale que le ministre a reçus pour le même ordre du jour. Occasion pour lui de présenter l'état des lieux du système éducatif burkinabé, tout en rappelant l'urgence de la tenue de ces assises nationales sur l'éducation. Et donc, c'est des partenaires qui connaissent bien le milieu éducatif, qui connaissent nos préoccupations. Et nous avons souhaité donc les rencontrer aujourd'hui pour leur présenter la démarche que nous avons adoptée pour l'organisation des assises nationales sur l'éducation nationale et surtout souhaiter leur participation active donc, dans ces assises-là, de façon à ce qu'à l'issue donc, de ces assises, la mise en œuvre puisse être facilitée aussi bien par leur accompagnement, qu'il soit financier ou de tout autre type d'appui.
et les partenaires techniques et financiers d'apprécier cette démarche du ministère en charge de l'éducation qui consiste à associer l'ensemble des acteurs dans le sens de l'amélioration du système éducatif du Burkina Faso. J'apprécie beaucoup cette démarche, j'apprécie beaucoup la franche collaboration, ouverture et participation du ministre avec les PTF. Donc nous venons de prendre connaissance de ce processus, de cette démarche. Nous allons pouvoir l'analyser, se consulter et apporter des commentaires, des avis pour accompagner le ministère dans cette démarche. Donc nous la saluons, nous sommes très contents d'être associés à tout ce processus. Il est attendu de l'ensemble de ces acteurs au sortir de ces rencontres des concertations rationnelles afin d'améliorer le TDS soumis par le ministère en charge de l'éducation nationale. Ce afin de faire des propositions pour une meilleure amélioration du système éducatif lors des prochaines assises nationales sur l'éducation. Remise d'attestation vendredi dernier, 11 élèves du centre de formation professionnelle de référence de Zignaré ont reçu leur attestation de fin de formation à Canal Plus Burkina des mains des responsables de la structure. 45 jours, c'est le temps donc qui a été accordé à ces jeunes apprenants pour consolider leurs acquis au sein de Canal Plus Amivalion avec la voix de Mamed Kenakamabou. Ils sont au total 11 élèves du centre de formation professionnelle de référence de Zignaré, toujours en formation, à bénéficier d'une formation de plus de 2 mois à Canal Plus Burkina. Ce stage, qui avait pour but de renforcer les capacités de ces élèves avant les examens au niveau du centre, a été une réussite selon le directeur général de Canal Plus Burkina. Une formation qui a aussi et surtout permis de mettre à nu le niveau réel de ces élèves. Ce qui fonde ma satisfaction, c'est les résultats. On a des apprenants qui ont travaillé avec nous, ce sont des jeunes qui sont encore scolarisés et qui pourtant ont fait un travail exceptionnel, un travail presque de techniciens seniors. Ils ont travaillé sur différentes tâches, ils ont travaillé pour réparer des matériels défectueux, ils en ont réparé des centaines, ils ont travaillé pour faire des installations au canal avec des techniciens expérimentés et ils ont prouvé la qualité de leur travail, ils ont prouvé la qualité de leur savoir-faire et ils ont prouvé la qualité de leur enseignement. Donc vraiment, bravo à tous, bravo à eux, c'était un plaisir, c'est une grande satisfaction de voir le résultat qui a été accompli. Le directeur général du centre de formation professionnelle de référence de Zignaré a pour sa part remercié l'ensemble du personnel de Canal+ pour les connaissances transmises à ces jeunes apprenants. Il a par la même occasion souhaité que ce lien de coopération qui vient de débuter puisse s'inscrire dans la durée. Je suis d'autant comblé parce que c'est un projet que nous avons de pouvoir faire en sorte que les jeunes puissent déjà aller en entreprise. Ça, c'était un défi. Dieu merci, ça s'est réalisé. On devrait placer 448 stagiaires dans les entreprises du pays. Le défi était grand, mais avec l'appui des entreprises comme Canal+, nous avons pu le faire. Le deuxième niveau de satisfaction, c'est les résultats qui ont été atteints, comme l'a dit le DG de Canal+. En plus d'avoir accepté, ils ont constaté la qualité de ces jeunes-là. Ils leur ont apporté un plus et ils sont prêts à les accompagner pour la suite. Les élèves en fin de stage ont demandé le soutien de Canal+ Burkina afin qu'après leur formation, ils puissent revenir dans les locaux de Canal+ en tant que membres du personnel. En 45 jours de stage, les élèves soutiennent avoir beaucoup appris. Savoir comment se comporter devant les clients, à diagnostiquer et recycler les décodeurs et les télécommandes défectueux. Assistés par les techniciens agréés que nous saluons et remercions, nous sommes fiers de pouvoir faire les installations et les dépannages individuellement. Nous avons également appris la bureautique en saisissant nos premiers rapports de stage. Ensemble, nous disons merci à toute l'équipe de Canal+. Pour rappel, le centre de formation professionnelle de référence des Zignaré a ouvert ses portes en 2011 et c'est une structure rattachée au ministère de la Jeunesse. Son objectif, offrir des formations modulaires de courte durée dans divers domaines qui sont adaptés à la demande et accessibles à l'ensemble de la jeunesse burkinabé. Cette cérémonie a pris fin par de remises et d'attestations et de cadeaux aux stagiaires. Dans le quotidien, des quotidiens donc très désagréables parce qu'il fait chaud et encore pire avec les cas de coupure de courant à répétition.
Les Burkinabés vivent une situation annuellement répétitive et le directeur général de la SONABEL a tenu une conférence de presse samedi dernier pour donner quelques explications. Il évoque des difficultés auxquelles la générale de l'électricité est confrontée. Abdourahmini. Hier, on a eu un déclenchement général du réseau de Côte d'Ivoire et du réseau du Ghana. Déclenchement général de ces deux réseaux. Personne ne prévoyait qu'il y aurait eu un déclenchement général dans ces réseaux. Après le secrétaire général, c'est le tour du directeur général de la SONABEL de faire face à la presse. Le pays continue d'enregistrer des délestages et le directeur général explique que cette situation est indépendante du Burkina Faso. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui fournissent près de 70% de l'énergie du Burkina, connaissent des difficultés, chose qui impacte le Burkina Faso. Et ces problèmes sont imprévisibles, donc difficile de prévoir un calendrier de délestage. À l'approche de la saison, chaude, qu'est-ce qu'on fait? On consulte tous ces partenaires pour qu'ils confirment la puissance qu'ils peuvent nous livrer. Et cela a été fait. Ils ont confirmé. Mais ils ont confirmé sans savoir qu'ils allaient avoir des pannes. Et si ces pannes arrivent, ils essayent de trouver des solutions. C'est dans cette situation nous sommes. Ils ont tourné sur les centrales hydroélectriques. Ils ont eu des difficultés sur ces centrales. Et ça s'est répercuté maintenant sur nous. Aujourd'hui, du côté ivoirien, ce que nous attendions pour cette pointe de 100 MW, on ne l'a pas. Nous avions hier 30 MW au lieu de 100. En ce qui concerne la production interne, les machines de la SONABEL tournent en plein régime, mais ne peuvent pas combler le déficit de l'importation. La centrale de Kosodo, qui devrait permettre de juguler le problème, est toujours en cours de réalisation parce qu'impactée par la pandémie à coronavirus. Il faut noter qu'en interne, il était prévu que la nouvelle centrale de Kosodo de 50 MW vienne renforcer notre capacité de production durant cette période de pointe. Malheureusement, le chantier a subi, comme d'autres chantiers, les aléas de la Covid-2019. Donc les travaux, au lieu d'être terminés pour que l'on puisse l'utiliser durant cette pointe, ne sont pas terminés à cause de la Covid. Il y a eu un arrêt de chantier. Donc cette centrale est aujourd'hui pas fonctionnelle. Si elle était là, nous aurions eu 50 MW supplémentaires pour l'exploitation durant cette période de pointe. Le quatrième événement, c'est la centrale que nous avons en location, qui fait aussi 50 MW. Cette centrale aussi de location a un fonctionnement, a des difficultés techniques de fonctionnement. Ce qui fait qu'elle n'arrive pas à fournir toute la production que nous attendons. Donc tout cela mis bout à bout, nous abordons donc cette pointe avec près de 200 MW de moins que les prévisions. Le directeur général de la SONABEL rassure les populations qu'il y a espoir que la situation soit très vite résolue au niveau des deux pays fournisseurs. Il ajoute que des travaux sont en cours afin qu'à partir de cette année, ce genre de problème ne se pose plus. Il s'agit de la construction d'une ligne de 300 MW du sud au nord du Ghana et des travaux de l'interconnexion entre les pays de la sous-région. Vendredi dernier, rupture collective de jeunes à la Fédération des associations islamiques du Burkina, un moment de partage entre fidèles musulmans qui a permis de réfléchir sur le lien entre le Ramadan et la réconciliation nationale. Les musulmans ont été appelés à cultiver la paix et la cohésion sociale. Abdourahmini. C'est un moment de partage et de communion entre la communauté musulmane et des autorités politiques coutumières à l'occasion de cette rupture de jeûne. L'initiative est de la FAIB, Fédération des associations islamiques du Burkina, de réunir les fidèles musulmans autour du thème de la réconciliation nationale, occasion d'appeler les fidèles de cette communauté à promouvoir le dialogue interreligieux, les valeurs de cohésion, de solidarité et de paix, comme le recommande l'islam. Le Ramadan se passe cette année au moment où notre pays s'oriente résolument vers la réconciliation nationale entre ses fils et filles. C'est le lieu ici pour nous d'appeler les acteurs sociaux, politiques, économiques et confessionnels
à faire de la cohésion sociale leur priorité. Les thèmes de l'iftar de ce soir, Ramadan et réconciliation nationale, traduit notre adhésion aux initiatives visant à engager les Burkinabés vers la justice. Les chemins de la compréhension mutuelle, le vivre ensemble à travers le dialogue sincère, la concertation, l'intérêt supérieur de la nation doit toujours guider nos actions. Un thème d'actualité et digne d'intérêt selon les autorités politiques présentes à cette soirée de partage. Le président du Ashkroun au Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale et le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale ont tous salué l'initiative et l'engagement de la communauté islamique à accompagner le processus de réconciliation au Burkina Faso. Ceux qui se réclament de l'islam ont bien entendu un rôle plus qu'important à jouer. Que Dieu fasse que vos prières qui vont dans ce sens soient exaucées, que notre relation soit forte face aux différents pays qui l'assaillent et que nous puissions continuer de communier comme nous faisons ainsi et donner à l'ensemble du monde entier l'exemple, pas toujours très répandu, mais l'exemple en tout cas très intéressant d'une nation qui sait se réunir et se rassembler par-delà donc ces différences et ces diversités religieuses. Le Burkina Faso est à l'écoute de votre communauté pour qu'elle nous montre l'exemple de l'entente et de la cohésion bâtie sur les fondements du livre saint qu'est le Coran. Les prières du Ashkroun se joignent à celles que vous élevez chaque jour de cette période de piété vers Allah, le Tout-Puissant. L'occasion est belle pour les fidèles croyants de faire des invocations pour la stabilité et le retour de la paix au Burkina Faso et aussi au sein de la communauté musulmane. Et puis avant de refermer ce journal, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir les bienfaits du moringa au Burkina. Une maison est dédiée à cet arbre, originaire d'Afrique, d'Asie plutôt, et présent un peu partout dans le monde. L'arbre est en effet un allié santé incontournable. Marie Ango et Abdourahim Tapsoba en parlent dans ce reportage. Il est le produit phare de certains magasins bio et c'est le cas dans cette maison où il s'est fait une place de choix. Le moringa, encore appelé Arzantiga au Faso, est un indispensable dans la vie de l'homme selon les médecins. Ici, nous sommes à la maison de cet arbre aux multiples vertus, aussi appelé l'arbre miracle. Le fervent promoteur de la maison du moringa est le Français du nom de Philippe Arnold, qui se revendique burkinabé et principalement d'Agara avec le nom Tibaria Somé. Il se présente surtout comme un ambassadeur du moringa dont il vante les vertus. Alors l'idée c'était de donner une maison à ce moringa parce qu'il le mérite et de montrer que c'est sous diverses formes qu'on peut en profiter. C'est-à-dire les produits à manger, les produits en complément alimentaire, les produits cosmétiques, les produits de confort. Et voilà, donc c'est cette variété qui fait qu'aujourd'hui on a une telle gamme, je pense pouvoir dire qu'elle est unique au monde et avec des produits aussi uniques et inédits. La plante la plus importante de l'histoire de l'humanité, selon Tibaria Somé et ses associés, qui utilisent ses vertus curatives et nutritionnelles pour renforcer le bien-être intérieur comme extérieur. Dans cette salle se pratique le massage avec des produits essentiellement à base du moringa. Un salon d'esthétique et de massage dénommé Maria Center. Le moringa, c'est la plante qui est l'ami de Dieu, l'ami de l'homme, je veux dire, de l'homme. Parce que les bienfaits du moringa sont vraiment larges, quoi. Bien pour la peau et bien pour l'organisme. Nous utilisons le moringa pour les soins corporels en tant que gommage du corps. Voilà, aussi pour les soins du visage. Et aussi, on utilise l'huile pour le massage qui fait vraiment du bien à la peau. Voilà. La maison du moringa comprend également un cabinet de consultation médicale en naturopathie. Des conseils en alimentation, en hygiène de vie, avec Madame Constance Tientrebeogo, une des associées de Tibaria Somé et de la Maison du Moringa. Selon elle, le moringa est efficace dans la prévention. Le moringa a d'innombrables vertus, mais ici dans le cabinet, je l'utilise surtout pour mes patients qui souffrent de diabète et d'hypertension artérielle. C'est essentiellement cela. Pour ceux qui sont déjà malades et pour ceux qui ne sont pas malades, c'est
pour justement les empêcher d'être malades à cause des nombreux nutriments que le moringa a. Ça a énormément de vertus. Le moringa, un vrai couteau suisse thérapeutique dont tout peut être consommé. Des feuilles aux racines en passant par les tiges, le moringa renforce le système immunitaire du corps. Par conséquent, il est efficace dans le traitement contre le Covid-19, soutient Tibaria Somé. Le premier auxiliaire pour lutter contre ce genre d'infection, c'est l'immunité. Et le moringa, avec toutes ses composantes, il est, alors cette fois, scientifiquement prouvé pour être vraiment un boost, un soutien très fort d'une immunité, elle aussi très renforcée, ce qui permet effectivement, certainement en tout cas, si on est atteint, et j'en ai été, de ne pas du tout avoir de forme grave, malgré l'âge, malgré etc. À la maison du moringa, il y a plus de 60 produits dérivés de cette plante. Le produit qui rend fier Tibaria Somé est ce jus de moringa. Le moringa est connu en Inde il y a des milliers d'années et importé en Afrique il y a moins d'un siècle. Mais la première étude scientifique a été réalisée en Afrique, précisément au Ghana, il y a une trentaine d'années selon Philippe Arnold alias Tibaria Somé, le Dagara. Et voilà pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve demain même heure, 13h donc.